Yop les biathlètes, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve en ce lundi pour analyser ensemble la première étape de Coupe du Monde de l'année 2024, quatrième des 9 rendez-vous prévus cette saison. On va bien sûr dans cette vidéo revenir sur les 3 enseignements majeurs de ce premier week-end allemand, mais avant ça, petit coup de gueule. Le premier, vous vous en souvenez, c'était en décembre dernier à l'attention de l'équipe qui avait publié un article sur son quotidien sportif que j'avais jugé très limite et surtout plein de sous-entendus. On revient aujourd'hui avec un deuxième coup de gueule et d'ailleurs j'espère que ce sera le dernier de cette saison qui va directement vers l'IBU, l'organisation internationale de biathlon qui a fait des efforts environnementaux vraiment très importants ces dernières années, jugeant qu'il était impératif de travailler sur ce point précis pour faire perdurer le biathlon dans le temps, avec notamment l'interdiction du fluor, ce fameux fart que les Norvégiens savaient manier à la perfection et qui a été interdit dès cette saison 2023-2024. Ça avait été annoncé dans les médias pour que les équipes puissent en prendre note il y a déjà 1 an et demi, 2 ans. Ce fluor nocif pour l'environnement et également nocif pour la santé. Et la question que je me pose aujourd'hui est la suivante: est-ce que la Coupe du Monde d'Oberhof, qui se tient chaque année depuis plus de 20 ans maintenant, n'est pas aussi nocive, voire plus, que le fluor à l'époque? Je m'explique. On est en plein milieu de l'Allemagne, à 800 mètres d'altitude. La population est multipliée par 40 pendant les jours de compétition. À va-et-vient incessant de voitures, forcément, puisque tout le monde ne peut pas loger sur place, étant donné que le village est très petit. Des camions qui acheminent la neige, puisqu'il n'y a pas d'or blanc du côté d'Oberhof de manière naturelle. Bref, on branche le CO2 de manière assez significative chaque année pour préparer cette Coupe du Monde d'Oberhof et lors des jours de compétition. Et forcément, la question que je me pose désormais, c'est: est-ce que cette tenue de la Coupe du Monde du côté d'Oberhof respecte le cahier des charges environnemental de l'IBU en 2024? Et puis au-delà de cet aspect environnemental, je me pose la question de l'aspect sportif. Y a-t-il encore un intérêt d'amener toute la caravane du biathlon du côté d'Oberhof? On sait que du côté de l'Allemagne et de cette fameuse étape d'Oberhof, on a toujours des conditions qui ne sont pas très justes entre les athlètes. Chaque athlète ne part pas avec les mêmes conditions. Il peut y avoir du brouillard en début de course et pas en fin de course, ou inversement, de la pluie, de la neige, parfois des éclaircies, parfois du vent. Bref, ce n'est pas juste. Et puis on a aussi une qualité de piste qui laisse à désirer, avec notamment par endroits de la neige qui finit par devenir marron, notamment à l'entrée du stade, et puis des conditions extrêmement changeantes, les 4 saisons en un seul week-end de compétition. Les athlètes qui arrivent le lundi soir ou mardi soir sur site, qui s'entraînent le mercredi et le jeudi sous la flotte, qui vont derrière courir le vendredi et le samedi sous le vent et bien sûr dans le brouillard, et puis le dimanche une petite éclaircie. Bref, le combo total pour aller choper un virus. Et on le sait que dans ce mois extrêmement dense, qui est le mois le plus important de l'année, puisque c'est au mois de janvier historique avec les classiques Oberhof, Ruhpolding et Antholz-Anterselva, c'est bien le dernier moment pour être malade, puisqu'on le sait, ça peut chambouler un virus, un rhume, une maladie, complètement la fin de la saison, avec potentiellement une impasse, une préparation pour les mondiaux qu'il faut revoir, et puis une préparation pour le dernier tiers de la saison qui est forcément remise en question. Donc, pour tout ça, je me pose la question, s'il faut oui ou non conserver Oberhof dans le calendrier. Pour un certain Alexis Boeuf, consultant sur la chaîne L'équipe, il serait bien sûr dommageable de se passer d'Oberhof, qui est extraordinairement chaud en termes d'ambiance. Ça rassemble énormément de fans de biathlon. Clairement, le public est investi et concerné. Et c'est vrai qu'Alexis Boeuf parlait, pourquoi pas, d'échanger les dates entre Oberhof et Antholz-Anterselva, jugeant qu'on pouvait peut-être intervertir les deux dates. Antholz début du mois de janvier et Oberhof fin du mois de janvier. Alors certes, l'engagement serait peut-être un petit peu plus positif et prononcé que début janvier, mais on resterait toujours avec le même problème, une population qui augmente au moins x40 par rapport à sa population de base qui est de 1600 habitants, et puis on aurait toujours malheureusement des conditions déplorables pour les athlètes. Et donc moi je me pose la question de savoir s'il ne faudrait pas tout simplement boycotter cette étape d'Oberhof et la remplacer, sachant qu'il serait quand même plus juste pour d'autres sites qu'une autre nation puisse prendre la date d'Oberhof, sachant que les Allemands, même si c'est la Mecque du biathlon et c'est quelque part le sport numéro 1 là-bas, possèdent 2 étapes de Coupe du Monde, contrairement notamment à la Norvège qui domine chez les hommes et à la France qui n'en a pas eu cette année et qui domine foncièrement chez les dames. Je vous attends d'ailleurs en avis, en commentaire. N'hésitez pas à me faire part de vos opinions sur le sujet. Passons désormais au premier des 3 enseignements de ce week-end du côté d'Oberhof.
Comme vous avez pu le voir sur l'image précédente, le premier des enseignements traités dans cette vidéo n'est pas pour nous ravir côté français, puisque oui, nous allons parler à nouveau d'un week-end difficile pour nos garçons, qui sont dans la plus grande des difficultés depuis le début de la saison. On l'a dit et répété à maintes et maintes reprises dans nos vidéos, débriefing d'Östersund, Orphielsen, Lenzerheide et même lors de notre vidéo bilan de première partie de saison de l'équipe de France, qui décidément n'y arrive pas. Ça avait été extrêmement délicat à Östersund en Suède, avant de voir une petite progression du côté d'Orphielsen, une stagnation du côté de Lenzerheide, et là, c'est la catastrophada pour la première de 2024 sur le site mythique d'Oberhof. Si je vous dis 64, eh bien c'est le pourcentage de réussite de nos garçons face aux cibles lors du sprint. 64%, c'est inadmissible à haut niveau, que ce soit en Coupe du Monde ou même en IBU Cup, Coupe d'Europe, antichambre de cette fameuse Coupe du Monde. Et forcément, que ce soit Jean-Pierre Amat ou les Biathlètes, on ne peut pas se satisfaire d'un tel score face aux cibles. Alors vous allez me dire, cet Oberhof, ce sont des conditions changeantes, tantôt du brouillard, tantôt du vent, tantôt de la pluie, tantôt de la neige, tantôt du beau temps. Les 4 saisons, c'est vrai, c'est pas facile de s'adapter, mais enfin quand même, il y a une limite à tout, et ce mauvais pourcentage de réussite sur le sprint, forcément, a conditionné la poursuite. Seulement un Français dans le top 15, Quentin Fillon-Maillet. Je ne vous parle même pas du relais de dimanche, qui pourtant s'est déroulé dans des conditions un petit peu plus faciles que le sprint, avec des Français qui sont méconnaissables. Un Émilien Jacquelin qui fait 2 tours de pénalité sur le coucher, 2 tours de pénalité sur le debout, qui décidément n'y arrive pas face aux cibles. Un Quentin Fillon-Maillet qui laisse toujours des balles se perdre et puis qui ne fait plus la différence sur les skis. D'ailleurs, on stagne complètement sur les planches face notamment au meilleur temps de ski que sont les Norvégiens. Toujours 40-50 secondes de retard sur les sprints face à nos meilleurs ennemis. Et d'ailleurs, des athlètes qui continuent à progresser, qui s'intercalent entre nous et les Norvégiens. En témoigne l'impossibilité de Quentin Fillon-Maillet sur le dernier tour du relais pour aller chercher devant, et oui, terminer à une anecdotique et lunaire 7e place. Bref, une équipe de France qui doit très clairement se remettre en question. Et il y en a un qui a pris au mot Simon Fourcade, l'entraîneur physique de cette équipe de France. C'est Fabien Claude qui est clairement la seule satisfaction de ce week-end côté tricolore chez nos garçons. Et oui, il s'est mis un gros coup de pied au cul pour aller sauver son sprint qui n'était pas forcément de très bonne qualité, avec une poursuite où il tire à 19 sur 20, 2e temps de ski et une 6e place, une cérémonie des fleurs, et puis un relais qui a été de très bonne facture puisqu'il a battu, et oui, Stromschein qui pourtant avait remporté sa première course en carrière le jour d'avant. Bref, un Fabien Claude qui semble s'être mis un coup de pied aux fesses. Ça serait bien que le reste de l'équipe de France, notamment nos 2 leaders charismatiques, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, puissent aussi se mettre ce coup de pied dans les fesses pour qu'on puisse retrouver notre vainqueur du général de la Coupe du Monde 2022 et notre Émilien Jacquelin qu'on adorait, celui qui était imprévisible, qui était capable de nous offrir des émotions, qui aujourd'hui s'est complètement perdu. Alors c'est vrai, il se sent mieux dans la tête, il a toujours bon espoir, mais enfin il n'a jamais été aussi peu performant face aux cibles et aussi peu performant également sur les planches. Bref, une grosse remise en question qui sera nécessaire si on veut sauver en apparence notre saison, notamment aux mondiaux, puisque c'est désormais là où je vais les attendre. On ne peut plus rien espérer au classement général de la Coupe du Monde. Il faut désormais sauver cette saison sur les mondiaux. Et bien sûr, parce que ça va de soi, bien préparer l'échéance en République tchèque. Si chez nos garçons, c'est la soupe à la grimace, chez nos filles, c'est clairement les sourires sur les visages. Un énorme contraste entre notre équipe de France masculine et notre équipe de France féminine, que ça soit sur le moral ou bien sûr sur les résultats purement sportifs. Vous allez me dire, les deux sont intimement liés, mais cette équipe de France féminine, qu'est-ce qu'elle nous fait plaisir? Elle nous fait penser à notre équipe de France masculine il y a encore quelques saisons de cela, une équipe de France avec énormément de densité et puis surtout une émulation qui ne cesse de faire progresser tout le monde vers le haut. Justine Brézabouchet qui a réalisé, on le rappelle, un triplé incroyable à Lenzerheide, et oui, sprint, poursuite, mass start inspiré certainement de Lou Jean Monod à Östersund, vainqueur bien sûr du sprint mais aussi de la poursuite en terre suédoise. Et puis toutes ces victoires ont certainement aussi inspiré la vainqueur du classement général 2023, Julia Simon, en difficulté, on va pas se le cacher, un peu poussive en ce début de saison, qui va chercher sur la poursuite sa première victoire de sa saison. Et oui, à Oberhof, qu'il avait, on le rappelle, couronnée championne du monde l'an dernier, avec le même dossard que l'année dernière, et oui, ça ne s'invente pas, le fameux numéro 10, une équipe de France qui se porte, qui se pousse, et qui va même jusqu'à mettre la balle au fond en relais. Et oui, alors que c'était
Notre point faible ces derniers temps, on se souvient, des podiums, mais pas de victoire. Depuis Antols Anterselva en 2023, pas de médaille au championnat du monde malgré une équipe de France qui était favorite au même titre que la Suède. Et là, on met la balle au fond. Est-ce que c'était un problème de pression, de ne pas vouloir gâcher la chance de l'équipe? Mais ce qui est sûr, c'est cette équipe de France qui est extrêmement dominante à titre individuel, mais également en par équipe, parce que oui, à la fin du compte, eh bien un relais, c'est l'addition de 4 courses individuelles, et quand on a les meilleurs biathlètes présentes, ça ne peut qu'être une réussite, une équipe de France qui continue à nous surprendre positivement, avec une Justine Brézabouchet qui continue à dominer le classement général de la Coupe du Monde, qui peut même se permettre de gagner un sprint avec un 8/10, une Julia Simon au caractère, à l'émotion et à la rage, qui va chercher cette victoire en poursuite, rêve prémonitoire d'Ingrid Tendrevold. On la remercie, on espère qu'elle en rêvera d'autres, des victoires de notre vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Et puis, des petites jeunes qui s'affirment, Sophie Chauveau, qui, on le rappelle, s'était révélée au grand public l'année dernière au Grand Bornand avec une 4e place sur le sprint, qui va chercher un premier podium en Coupe du Monde. Et oui, elle est passée à rien, un petit dixième d'un doublé, mais quand même une 3e place sur un sprint avec un tir extrêmement solide. Et puis Jeanne Richard qui réalisait ses débuts en Coupe du Monde, une jeune athlète de 21 ans qui était, avant d'arriver à Oberhof, leader du classement général de l'IBU Cup, qui n'a pas eu froid aux yeux, 10/10 sur le sprint, 18/20 sur la poursuite, 8e de la première épreuve, 9e de la seconde, et elle jouait même encore le podium lors de ce fameux dernier tir sur la poursuite avant de craquer légèrement. Mais une équipe de France qui a une densité, qui a une émulation, et on espère que cette belle série va continuer, même si on sait qu'au tôt ou tard, on aura peut-être un week-end un petit peu plus en dedans de nos filles. Mais ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas Justine, c'est Julia. Si ce n'est pas Julia, c'est Sophie. Et puis, si ce n'est pas Sophie, ça peut être aussi Lou qui revient progressivement au niveau, même si elle n'est pas tout à fait remise de son fameux Covid-19 contracté après Orphysème. Mais en tout cas, une équipe de France qui continue à prospérer et à régner en maître sur cette Coupe du Monde féminine. On espère que ça durera. Une domination aussi chez les hommes qui est signée la Norvège. Et oui, cette domination norvégienne dont on a parlé dans le bilan de la première partie de saison, avec comme leader charismatique Johannes Stignesbø, mais c'est un leader charismatique sans podium. Et oui, pour ce 4e rendez-vous de la saison, avec un sprint et une poursuite, un Johannes Stignesbø qui n'a pas réussi à monter sur la boîte. Alors, bien sûr, la faute à un tir assez défaillant, 8/10 sur le sprint, qui le place 4e, et puis malheureusement aussi des fautes sur le dernier tir debout de la poursuite, alors que Stromschein a ouvert grand la porte. Johannes Stignesbø qui n'arrive pas à s'engouffrer dans la brèche, même qui va même jusqu'à craquer complètement. Et puis sur les skis, on voit également un Johannes Stignesbø qui n'a pas été capable de faire de différence sur le sprint. Il n'arrive pas à reprendre du temps à Benedikt Doll qui part avec 20 secondes du pas de tir et qui finit avec 19 secondes d'avance sur lui lors de son passage sur la ligne d'arrivée. Un Johannes Stignesbø méconnaissable aussi lors du dernier tour de la poursuite, passé par son frère Tarjei et presque aussi déposé par Fabien Claude. Il s'en est fallu de quelques hectomètres. Un Johannes Stignesbø toujours leader de la Coupe du Monde, mais qui est de plus en plus challengé par une équipe de Norvège qui a les dents longues et qui se verrait bien, pourquoi pas, voir un nouveau larron apparaître en la personne de Johannes Dalle, qui a, on va pas se le cacher, mal pris le fait de ne pas avoir été mis dans le relais, puisque 4e du général, il a été préféré à Sturla Holm Laigrid, qui a réalisé 2 podiums en Coupe du Monde du côté d'Oberhof, des dents longues du côté des Norvégiens, et un Johannes Stignesbø qui ne semble pas souverain. Ça pourrait aussi, pourquoi pas, permettre à certains d'aller chercher des victoires. Pourquoi pas Laigrid, qui n'a toujours pas levé les bras depuis le début de la saison, et puis un Johannes Dalle, peut-être revanchard, qui aura envie d'aller chercher des victoires, et puis un Tarjei Bø qui se sent encore toujours en forme, avec bien sûr des résultats qui sont assez significatifs. Une Coupe du Monde qui paraît peut-être à l'avantage de Johannes, mais sur la piste et sur le pas de tir, on sent une domination qui est contestée, qui est contrastée, et c'est bon pour le spectacle. À défaut d'avoir d'autres nations capables d'aller titiller les Norvégiens, on a une bataille norvégienne qui, peut-être, pour le spectacle, pourrait être assez intéressante. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me faire part de votre avis sur les divers enseignements traités dans cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas,
Bien sûr, le coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça ne mange pas de pain, vous le savez, ça aide la chaîne au référencement et nous on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye et à la prochaine.